Notre partie consommation, on va s'intéresser aujourd'hui à la consommation à l'abonnement. C'est une tendance en plein essor en France. On peut s'abonner à plein de choses, des magazines évidemment, mais aussi de la musique, des voitures. Bref, c'est une économie en plein boom. On en parle avec Nathalie Damry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Vous êtes la présidente de l'Obsoco, qui est l'Observatoire de la Société de la Consommation. Et Frédéric Quémaris-Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Lokeo. C'est une entreprise qui propose des formules de location de moyenne et longue durée pour des appareils d'électroménager principalement, mais aussi pour des ordinateurs. Ce genre de choses. Alors, on va faire un petit point déjà puisque je disais tout à l'heure que c'est une économie qui est en plein boom. Regardez, on a un petit sujet que nous a tourné Arnaud Lapère sur l'essor du leasing. Vous avez un financement possible en location, leasing? Cette formule de location avec option d'achat, c'est le leasing. Elle a séduit ce client qui a déjà acheté un ordinateur. Aujourd'hui, il revient pour une télévision. Car cette grande surface propose désormais le leasing pour financer l'achat de produits électroniques, informatiques ou électroménagers. J'ai opté pour le leasing parce que je ne pouvais pas me permettre de débourser 700 € d'un coup. Bon, on paye un peu plus cher, mais il y a la garantie qui suit à côté pendant 3 ans. Contrairement au crédit classique, le leasing inclut une garantie automatique, parfois une assurance contre le vol ou la perte. Le client a aussi la possibilité de restituer le produit à échéance du contrat avant son paiement complet. Mais ces avantages ont un coût. Vous allez avoir un surcoût de 97,58 €. Pour un téléviseur à 598 €, le leasing coûtera 30 € sur 2 ans. Il faut ajouter 11,96 € pour l'option d'achat. Il aura finalement payé 734 €, soit 136 € de plus. Une différence non négligeable, mais les spécialistes des ventes parient sur ce nouveau mode de consommation. Et les jeunes générations sont en train d'évoluer là-dessus. Donc ils auront le produit, ils s'en serviront. Quand le produit sera, on va dire, dépassé, ils en prendront un autre, etc., etc. Le leasing peut présenter un avantage pour les produits coûteux à réparer ou très vite dépassés, mais le désir d'être à la pointe de la technique ne doit pas détourner le consommateur de l'essentiel, le prix final de son achat. Et oui, c'est toujours le problème. Nathalie Damry, je disais tout à l'heure, on peut s'abonner à presque tout. Ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être un forfait mensuel pour voyager, même j'ai vu ça. Oui, des compagnies aériennes qui disent pour 1 900 € par mois, vous allez où vous voulez. C'est incroyable. Oui. Ça veut dire que tous les acteurs de l'économie sont concernés? Bien sûr, parce qu'il y a une vraie tendance de fond qui est celle du passage de l'achat, de la possession à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que ce que l'on consomme, c'est l'usage. Ce n'est pas le produit en lui-même. En être propriétaire n'est plus forcément une vocation en soi. Donc se développe tout un tas de façons de vivre le rapport à l'objet ou le rapport enfin en tout cas à l'objet de consommation, qu'il s'agisse de location entre particuliers, qu'il s'agisse de location comme avec Lokeo d'électroménager ou d'ordinateur, ou encore le leasing comme on a vu tout à l'heure, se développe tout ce pan de l'économie de la fonctionnalité. C'est intéressant. Frédéric Quémaris-Moulin, ça marche avec des grosses machines, comme vous louez vous aussi, c'est-à-dire que vous êtes allé sur le business de l'électroménager et des ordinateurs, du multimédia. C'est là-dessus que ça marche le mieux. Alors aujourd'hui, on loue plutôt des produits haut de gamme, avec un prix de vente qui est généralement au-dessus de 500 €. D'accord. Et donc vos clients c'est quelle typologie de clients ? Alors, c'est vraiment tout le monde qui est en train de passer à la location. On a plutôt une clientèle qui a plus de 40 ans, donc plutôt un client âgé qui a déjà eu une expérience d'achat et qui se dit finalement, la location répond à toute une série de problématiques que j'ai rencontrées avec l'achat. C'est-à-dire que vous proposez aussi, si j'ose dire, le service après-vente. C'est-à-dire, si je vais louer un ordinateur chez vous et j'ai un problème avec l'ordinateur, je vous appelle, vous venez régler mon problème. Ouais. Alors, à la différence de la LOA qu'on a vu dans le reportage, nous, on ne propose pas un produit, on propose un usage. Depuis le début, on dit qu'on est fournisseur d'usage. On va vous apporter un produit, on va vous l'installer, on va s'occuper de toutes les problématiques de la panne qu'on gère nous-mêmes. On échange le produit même si on n'arrive pas à réparer. Et en fin de location, on va récupérer, recycler, réemployer le produit. C'est ça, vous allez proposer un ordinateur, par exemple, qui est la gamme au-dessus. Ça, on sait que c'est pas Cédric que je vais apprendre ça, mais on sait que ça se périme assez vite. Quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, nos clients, au bout de 3 ans ou 4 ans, reviennent et reprennent le même produit ou un produit équivalent, supérieur, qui leur permet de faire une économie d'énergie ou qui leur permet d'avoir un produit beaucoup plus à la pointe à ce moment-là. Donc, Nathalie Damry, quand je disais tout à l'heure, maintenant, les entreprises de produits sont obligées de se muer en entreprise de produits et services. C'est un peu ça.
Bien sûr. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est une vraie appétence de la part des consommateurs. Oui. Vous avez, nous, dans nos enquêtes, on voit qu'on a 20% de la population française qui pratique la location. On a un autre chiffre qui est très très intéressant, qui explique aussi peut-être pourquoi on passe à la location et à la fonctionnalité, c'est que vous avez 91% de la population française qui déclare ne pas avoir confiance dans la qualité des produits et qui déclare notamment que l'obsolescence programmée, mythe ou réalité, c'est pas le débat, est organisée par les fabricants. Et c'est d'une certaine façon, c'est se protéger aussi de l'obsolescence programmée, c'est avoir un rapport à la qualité qui va être assuré. Tout à l'heure, j'entendais le prix. Bien sûr qu'il y a un surcoût. Quitte à payer plus cher, en voilà, fait, c'est ça. Mais on paye aussi la tranquillité. On dit toujours l'achat d'une machine à laver, c'est pas un achat spontané, hein, c'est pas un achat d'impulsion. C'est toujours un ennui, etc. Il faut faire venir le dépanneur quand elle tombe en panne. Enfin bon, si j'ai la garantie que pendant tout le temps que Lokeo me propose ce service, je n'ai aucun souci avec ma machine à laver, eh bien, ça a un prix, je le sais. Prête à payer plus cher. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire, alors on parle moins de la machine à laver là, mais du fait d'avoir ces abonnements, je parlais tout à l'heure des fleurs, enfin de ce qu'on veut. Ça permet aussi de personnaliser, on a l'impression que c'est fait un peu pour nous. Bien sûr, parce que, notamment dans les streamings et autres, les fleurs, pourquoi pas les fleurs d'ailleurs, c'est qu'avec les machine learning, c'est-à-dire le fait que si vous écoutez ça, plus ça, vous aimerez ça, on peut imaginer la même chose pour les fleurs, pour les vêtements, pour tout ce que l'on veut, ça nous stimule sans cesse vers quelque chose de nouveau qui potentiellement va nous plaire et c'est dirigé vers nous. La nouveauté plus le côté narcissique qui fait que, ça marche. Je ne dis pas que c'est bien. Hein, mais ça marche forcément. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Frédéric Kemaris-Moulin, ça veut dire que pour l'entreprise, c'est tout bénéfice, déjà financièrement, on a bien vu, mais surtout, ça vous permet de garder des clients à long terme, de fidéliser... de façon très simple, finalement. Aujourd'hui, effectivement, au bout de 3 ans, 4 ans, quand le contrat est terminé, tout l'enjeu est que le client reste chez nous. Et pour ça, il faut qu'on ait été à la hauteur de la qualité qu'on avait promis. Et aujourd'hui, on a plus de 7 clients sur 10 qui restent systématiquement chez Lokeo au terme des contrats et qui renouvellent leur contrat pour un produit, on en parlait, plus haut de gamme ou plus économe. D'accord. Vous les appelez des consommateurs ou vous les appelez des abonnés d'ailleurs ? Non, on les appelle des utilisateurs. Parce que le terme n'est peut-être pas très beau. Par contre, on défend vraiment cette notion de... On apporte un usage, on accompagne le client, l'utilisateur dans son usage au quotidien de son produit. Et donc, on a décidé qu'on les appelait les utilisateurs. Et puis, ça vous permet aussi de mieux les connaître. Vous les gardez longtemps, mais surtout, vous pouvez mieux les connaître. Donc, vous pouvez adapter votre offre sur la durée. Tout à fait, exactement. Oui. Après, l'offre va être adaptée parce que l'utilisateur va évoluer, il va être célibataire au début, il va se marier, il va avoir des enfants et on va l'accompagner dans son usage en renouvelant ses produits au fur et à mesure de son évolution de vie. D'accord. Nathalie Damry, ça fait émerger aussi de nouveaux métiers parce que, en cherchant un petit peu, j'ai appris qu'il y avait des entreprises qui s'étaient créées, qui aidaient en fait les autres entreprises à concevoir des outils. Je vois Cédric qui n'arrête pas d'opiner du chef, mais c'est des sujets que vous connaissez par cœur. Mais il y a un groupe par exemple qui s'appelle Zuora, qui cartonne, et qui a fait une levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros dernièrement, et qui fait des logiciels d'aide à la gestion d'abonnés. C'est assez étonnant ça quand même. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est l'évolution de la consommation permet à de nouveaux métiers d'émerger. On déplore souvent que des métiers se perdent ou voilà. Donc là, c'est tout à fait. Il faut une connaissance très 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 fine des datas, ce qu'on appelle les datas, des données sur les consommateurs. Et ce sont effectivement des nouveaux métiers. Donc pour répondre à la question qu'on a posée sur le blog, est-ce que c'est un bon plan pour le portefeuille ? Alors pour le portefeuille, a priori non. Enfin, pour le portefeuille des entreprises, oui, mais pour le nôtre, pas forcément. En revanche, c'est vraiment un bon plan pour la qualité de service, quoi. C'est ça que vous diriez ? C'est un bon plan pour la qualité de service. C'est un bon plan... alors, tout à l'heure, on parlait beaucoup des jeunes. Je ne sais pas si c'est tellement les jeunes qui, en réalité, basculent. Sont plutôt des gens qui ont un CSP+, et surtout qui ont un niveau d'éducation supérieure qui leur permet de pouvoir faire le cheminement, de se désengager de la possession. C'est quelque chose d'assez important. D'où, effectivement, le fait d'avoir des populations plutôt autour de 40 ans et plus, ou des personnes âgées, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce que vous parliez de bons plans pour le portefeuille. Excusez-moi. Il faut
bien voir que quand vous achetez un produit, vous savez le prix que vous allez payer. Par contre, durant toute la durée d'utilisation que vous allez avoir de ce produit, vous ne savez pas est-ce qu'il n'y a pas des coûts cachés qui vont arriver. C'est-à-dire en termes de panne, le consommateur nous dit souvent le produit tombe toujours en panne après la garantie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Et ensuite, c'est ce produit, est-ce qu'il va vous convenir durant toute la durée d'utilisation? Une télévision, effectivement, vous pouvez la garder 7 ans, 8 ans. Par contre, est-ce que vous n'allez pas avoir une certaine frustration vis-à-vis de ce produit qui va être dépassé? Donc la location, à un moment donné, peut permettre de changer de produit. Je peux aller changer mon canapé aussi, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, je peux en avoir assez. Alors, figurez-vous, c'est une transition, mais alors là, c'est digne de l'Acteur Studio, on peut louer des robots. Alors oui, enfin, on peut tout louer. Vous parliez de Zora, c'est extraordinaire, mais l'intérêt pour les entreprises, il est immédiat parce qu'évidemment, tout à coup, il n'y a plus d'interface entre vous et votre client. Ouais. Donc, vous les fidélisez, ça a même des intérêts comptables parce que vous pouvez projeter vos revenus sur plusieurs années. Oui, on peut louer des robots. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que là où on vous vendait des produits jusque-là, on vous vend maintenant du produit avec un peu de service. Un peu comme le téléphone mobile. Le téléphone mobile en lui-même, il ne fait rien si vous n'avez pas le service qui va avec. C'est ce qu'on a vu à Tokyo la semaine dernière. Ça se passait au salon Seatec, donc le grand salon japonais de l'électronique grand public, du high-tech au sens large. C'est quelque chose qui a totalement changé. Il y a quelques années, on y voyait du téléviseur et puis de la téléphonie mobile. Ouais. Tout ça, c'est fini. Les Coréens et les Chinois sont passés par là. Je vais vous montrer l'une des stars du salon cette année. Il s'appelle Kirobo. Il s'appelle Kirobo Mini et pour cause, vous allez voir, il est tout petit. C'est un tout petit robot. Il vient de chez Toyota. Alors chez Toyota, on vous explique, on vous dit, mais on dit à Toyota, mais attendez, ça c'est le créateur du robot. Ouais. On leur dit, mais attendez, mais vous êtes constructeur automobile, quel rapport avec un robot compagnon personnel? Ah mais nous, on a toujours conçu nos voitures comme étant des compagnons du quotidien. Donc tout ça est finalement d'une logique absolue. C'est mignon, mais ça sert à quoi? Alors, c'est un compagnon. Il ne reconnaît pas votre voix parce qu'en fait, c'est votre robot personnel, mais il reconnaît ce que vous dites, il peut reconnaître les questions que vous lui posez et il va vous accompagner au quotidien dans votre sac à main ou dans votre voiture. Alors évidemment, avec tous les capteurs de mouvement qu'il embarque, par exemple, il va pouvoir détecter que vous avez freiné un peu vite et il va pouvoir vous dire « Béné, vous êtes sûr, ça va? Tout s'est bien passé ?» Non, mais c'est pas possible. En fait, c'est les Tamagotchi d'aujourd'hui, quoi. Il faut le nourrir comme le Tamagotchi. 20 ans après le Tamagotchi. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a d'autres modèles. Il y en a un chez Sharp qui s'appelle RoboHon, où ils ont carrément intégré le téléphone mobile à l'intérieur du robot. Mais celui-là est remarquable en plusieurs choses. D'abord, il arrive vraiment dans le commerce. Moi, ça fait plus de 10 ans que je vais au Japon tout le temps et qu'on nous dit, regardez, ça y est. Moi, ça fait 30 ans qu'on me vend dans Science et Avenir le robot majordome. Bah, ça y est, le robot compagnon, il arrive réellement. Il coûte combien? Il coûte 300 €, mais il va aussi vous coûter 3 € par mois. Pour la mise à jour de l'application mobile qui va avec. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Toyota, ce qui est finalement assez intelligent en termes de business et puis même en termes d'usage, c'est que l'intelligence, entre guillemets, du robot, elle se trouve dans l'application mobile, du mobile auquel il est connecté. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle du robot, on va pouvoir l'améliorer au fil du temps, mais tout ça, ça va vous coûter l'abonnement qui va avec l'application mobile. Quel bonheur. Donc finalement, le business est finalement bien fait. Alors, c'est à la fois fascinant et ça fait un petit peu peur de voir qu'en fait, on est en train de créer des robots qui sont là pour compenser la solitude de la société japonaise, les femmes sans enfants et les personnes âgées, parce que si les Japonais font des robots par dizaines, par centaines, c'est 1 pour le commerce et 2 pour devenir des compagnons des personnes âgées. C'est vrai, des compagnons de vie, c'est terrible. Alors donc vous avez passé une semaine là-bas, donc à ce salon de Tokyo. La technologie japonaise, elle fait encore rêver ou pas? Mais oui, elle fait encore rêver parce qu'ils ont ce côté, comment dire, on ne voit qu'une tête. Le jour où ils ont décidé que le haut débit c'était important, ça y est, tout le pays a été fibré. C'est pas comme chez nous où vous passez le périphérique et c'est terminé. Bref, ils sont capables de prendre des décisions et des postulats technologiques très forts et d'investir énormément. Et ce qui est en train de se passer, on le disait, la téléphonie, c'est un peu terminé pour eux. Du coup, ils sont en train de se recentrer sur les marchés naissants, émergents, l'Internet des objets, les robots bien évidemment, et puis aussi toutes les technologies qui vont derrière, avec parfois des choses totalement surprenantes. Il y a une chose que je voulais vous montrer, regardez. Alors, c'est pas un robot, on dirait une grosse boîte noire. Ce que vous allez voir, ça s'appelle un robot plieur de linge. J'aimerais vous dire qu'on va en voir une démo. Voilà, regardez, on dirait des gros frigos noirs. Eh bien non, à l'intérieur de ces boîtes noires se trouve un robot capable de plier votre linge. C'est pas vrai. Mais il le repasse avant de le plier ou pas? Ah non, il ne le repasse pas. Alors les images sont floutées et pour cause, on ne veut pas nous montrer le procédé.
En gros, la machine arrive à détecter les contours de votre linge pour comprendre est-ce que c'est un t-shirt, est-ce que c'est un pantalon, etc. etc. Vous pouvez même mettre des tags, il peut reconnaître à qui appartient le linge dans la maison et il va vous le rendre dans des piles. Alors, c'est assez fascinant. Ça fait 2 fois, moi, que je vois cette démo. J'aimerais être plus convaincu. Il paraît que c'est pas très rapide, mais à la limite, peu importe. S'il a le linge le matin, que vous rentrez le soir et que c'est plié, vous lui en demandez pas beaucoup plus. Là, il reste quand même plein de questions. Déjà, il faut une très grosse buanderie. Hein, oui, alors, pour tout vous dire, le modèle économique pourrait être d'être intégré directement dans la maison, à la construction, dans la buanderie, à côté du lave-linge, sèche-linge, et peut-être même d'intégrer ces appareils-là. Il reste quand même la question du prix. On ne sait pas combien ça coûte. Et pourtant, les précommandes commencent à la fin de l'année, en mars prochain. Ah oui, donc c'est parti, quoi. Oui, pour livraison dans l'année à venir. Ça doit être sérieux parce que Panasonic a investi des dizaines de millions dans la start-up, dans Seven Dreamers, qui lance ce matériel. Donc on attend. Moi, je reviens quand j'ai le prix. Il va chercher le linge dans le panier, le robot ? Oui, absolument. Il ne faut pas arriver pour mettre la chemise. Non, vous lui jetez le panier de linge à l'intérieur, comme vous le feriez dans le sèche-linge. Bon, très bien. Vous avez trouvé des choses pour les bébés aussi. Ah oui, alors ça, voilà encore une chose où on prend quelque chose qu'on connaissait déjà, qui est le babyphone, enfin qui est l'interphone à bébé, le truc qui vous permet de dire « Ah, bébé pleure, ok, je vais aller voir ». Et sinon que là, on va lui rajouter une vraie couche de reconnaissance et d'intelligence artificielle. En clair, votre babyphone, au lieu de juste vous renvoyer sur votre smartphone, parce que ça se fait maintenant, le son de votre bébé qui est en train de hurler, il ne va pas vous renvoyer le son, il va l'analyser. Il va dire qu'est-ce que le bébé essaie de nous dire finalement. Non. Mais si, est-ce qu'il est juste pas bien? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il faut changer sa couche? Est-ce qu'il est de mauvaise humeur? Est-ce que c'est juste un mauvais rêve et il va se rendormir? Et au lieu d'avoir sur votre smartphone, pardon? Je trouve ça flippant, moi. Ah bon? Pauvre enfant. Non, mais comment est-ce Mais lui ne le sait pas, vous savez. Oui, en cas d'urgence, vous aurez une vraie notification qui vous dira il serait peut-être temps d'aller voir bébé. C'est fait, là encore d'ailleurs, par une start-up, là encore reprise par Panasonic, là où les grands groupes avant avaient des méthodes d'innovation, chacun la sienne et personne ne se marche dessus. Là, on voit qu'il est en train même de se passer quelque chose dans le monde des start-up au Japon, ce qui est extrêmement compliqué parce que là-bas, la peur de l'échec est un truc mortel. Ah oui, effectivement. Et alors ça, on a le prix en revanche? Oui, si mes souvenirs sont bons, ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 150 €. D'accord. C'est déjà commercial. C'est fait par une start-up qui s'appelle Cerevo, qui est absolument remarquable et qui fait bien d'autres choses. Allez voir Cerevo. Moi, je trouve ça quand même flippant d'aller faire confiance à son smartphone pour savoir s'il est important d'aller voir son bébé dans son lit ou pas. Enfin, je sais pas. Si vous préférez truc de maman, mais non, je sais pas. Ah oui, vous vouliez parler des smartphones japonais. Il n'y a plus de smartphones. Non, si, ils ont encore quelques smartphones, mais c'est un peu terminé. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un marché à eux, c'est ce qu'on appelait un marché Galapagos. Vous voyez, c'est-à-dire que des choses qui ne marchent que sur l'île. Donc, ils avaient une espèce de marché interne, c'est fini, ça y est, ils ont des iPhones et des Android comme tout le monde. Mais en revanche, ils travaillent sur les technologies de ce qui va venir après. Regardez, ça se passe, on dirait comme un fait exprès, encore une fois chez Panasonic, je vous promets que je n'ai pas fait exprès, qui a inventé, qui travaille sur des batteries d'un genre nouveau, des batteries à la fois ultra fines et surtout des batteries flexibles. C'est une batterie ? Pardon ? Ça, c'est une batterie. À l'intérieur de cette petite vitre, il y a une batterie ultra plate et flexible. Ça va permettre beaucoup de choses, ça va permettre toutes sortes d'applications. Alors on peut l'imaginer d'abord dans vraiment des petits objets du quotidien, des bracelets, des lunettes, bref, toutes ces choses qui vont embarquer des caméras, des capteurs, voire même des écrans. Et ça permet d'imaginer, parce qu'on va voir chez un autre constructeur, ça c'est chez Lenovo. Lenovo, ils sont chinois, je vous dis, ils ne sont pas japonais, qui imaginent déjà, ça c'est vraiment un prototype, on est loin du modèle commercialisé, cette montre bracelet, mais un bracelet flexible. Qui serait aussi un smartphone orange. Et qui se mettrait, il sera bleu ou noir, on vous demandera la couleur, ne vous inquiétez pas, et que vous pourriez mettre directement autour du poignet. Mais pour que ça marche, il faut que vous ayez une batterie flexible, ce qui n'est pas du tout le cas jusque-là. Ah, c'est assez étonnant. Les caméras stabilisatrices. Alors ça, voilà, là encore, voilà quelque chose sur lequel les Japonais travaillent, c'est-à-dire toutes ces fonctions, tous ces composants qui sont fondateurs du reste. Aujourd'hui, on a déjà, dans certains smartphones de dernière génération, des stabilisateurs optiques qui permettent d'éviter les bouger quand vous prenez des photos. Ça, c'est une démo incroyable. Regardez, vous voyez, la caméra bouge, mais tout à coup, l'image est totalement stabilisée, c'est-à-dire que vous voyez la caméra qui bouge, mais l'objectif, lui, ne bouge plus. Alors celle-là, c'est en même temps suivre un objet ou une couleur particulière, mais ça veut dire qu'imaginez, vous êtes en train de faire du VTT, du BMX dans le bois, votre image, elle est droite comme si vous étiez sur un travelling. Là, c'est pas génial pour les productions télé, hein, parce qu'alors pour aller filmer des compétitions de motocross et compagnie. Vous me donnez la transition de rêve, parce que pourquoi est-ce que tout ça est pensé? Par exemple, pour les drones, c'est-à-dire ces trucs qui bougent, qui sont dans le vent, mais à qui on demande de faire des images d'une netteté
qualité et d'un piqué et surtout d'une stabilité absolument terrible. Donc ça, c'est pas un appareil, c'est pas un gadget qu'on va aller acheter demain. Par contre, cette technologie-là, vous allez la voir apparaître dans toutes sortes d'appareils qui embarquent des caméras, c'est-à-dire à peu près tous les appareils qu'on a sur nous aujourd'hui. Les compétitions de drones, en plus, ça commence à bien marcher à la télé. Ça cartonne, les compétitions de drones. Non, mais ça vous fait pas, je vous assure. Il y a eu ça début septembre à Paris, sur les Champs-Élysées. Exactement. Alors, on a parlé beaucoup du salon de l'auto pendant que vous n'étiez pas là, parce que ici, ça a été la bagnole, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'exposants automobiles. Oui, bien sûr. Alors, il y a pas mal de nouveautés assez surprenantes aussi dans le monde de la voiture. Oui, évidemment, le Graal, et ça, on en a parlé à Paris toute la semaine dernière, c'était évidemment non seulement la voiture connectée, mais la voiture autonome, la voiture qui se conduit toute seule. Donc, tous les constructeurs ont des projets là-dessus. Évidemment. Et Nissan, c'est drôle, vous allez voir les images, ils travaillent évidemment sur ces technologies. En gros, la voiture qui sait ménager la distance de sécurité entre elle et la voiture qui est devant elle, etc., etc. Mais ils ont pris ces technologies et ils les ont appliquées à un autre objet du quotidien, enfin, en tout cas du quotidien des Japonais, c'est-à-dire à ces fauteuils que vous voyez, à ces chaises ou à ces tabourets qu'on met devant les restaurants au Japon pour faire la queue. Il y a 176 000 restaurants à Tokyo, mais bizarrement, tout le monde sort pour dîner. C'est quoi, ça ? Et du coup, c'est la chaise qui fait la queue toute seule. Je vous jure, au début, c'était mais ça existe pour de vrai, ça ? Alors au début, c'était un peu un coup marketing, c'était de dire, regardez, on pourrait faire ça. Et finalement, il y a eu une demande telle que ça y est, Nissan va livrer des restaurants à Tokyo à partir de la fin de l'année avec ces chaises. Tant que vous êtes assis dessus, la chaise bouge pour vous permettre de faire la queue en restant assis. Quand vous vous levez pour aller dîner, ça y est, la chaise repasse au bout de la queue. Excellent. C'est remarquable. Donc Cédric Ingrand a passé une semaine dans la hotte du Père Noël. Exactement. C'était un peu ça. Exactement, comme toujours. Oui, comme toujours, on sait que vous adorez ça. Allez, on retrouve tout ça sur le jet lag en plus. Le jet lag en plus. C'est sympa d'être venu d'ailleurs. Cadeau bonus. Allez, c'est l'heure. Maintenant, on va se laisser. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On a appris plein de choses comme à chaque fois. Dans une seconde, c'est l'heure du journal.